Vous cherchez à découvrir le yoga sans pression ni jugement? Bienvenue à notre cours de yoga complet et gratuit, créé et animé par Lily Mika en exclusivité pour ABC Talk. Ici, pas besoin d'être souple, ni de performer. Découvrez le yoga décomplexé, une approche qui casse les codes, adaptée à tous les corps, tous les âges, tous les niveaux. L'accent est mis sur l'écoute de soi et sur l'adaptation des postures à votre morphologie, et non l'inverse. Rejoignez-nous pour un moment de bien-être, où l'essentiel, c'est d'être à l'écoute de soi. Inscrivez-vous dès maintenant en cliquant sur le lien situé en haut à droite de l'écran ou dans la description de la vidéo et vivez l'expérience du yoga en toute simplicité. Nous sommes, grosso modo, on ne va pas faire le calcul exact, Internet nous donnerait le chiffre en un quart de seconde, 8 milliards d'individus, à quelque chose près. 8 milliards d'individus. Eh bien, il suffirait que 4% de ces 8 milliards aient des pensées positives et des pensées d'amour et des pensées de paix pour que la paix se rétablisse immédiatement. 4% de la population pourrait rétablir la paix. Merci d'être avec nous. Bienvenue. Nouvelle rencontre. Aurais-je une fée dans ce studio? C'est possible. Et j'aurais au moins dit une fois dans ma carrière, vous savez quoi? Ben moi, j'ai reçu une fée. Exactement. Et elle est installée sur les canapés. Elle s'appelle Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Bonjour Marc. Merci d'être là. Vous êtes une fée? Et je suis ravie d'être là. Alors, suis-je une fée? En fait, c'est un surnom que les gens me donnent, initialement, qui vient de mon nom, Elisabeth Forever. L'anagramme devient Forever Elisabeth. Et ça fait fée. Pardon? Et ça fait fée. Ça fait fée, voilà. Et en fait, en 2001, j'ai choisi mon nom d'auteur parce que j'ai commencé à écrire en 2001. Et je voulais garder mon prénom parce que je l'aime beaucoup. Et puis, je ne savais pas quoi prendre comme nom. Alors, j'ai réfléchi. Et puis, un matin, je me suis levée et je me suis dit, puisque je veux que les gens se rappellent de moi pour toujours, eh bien, pour toujours, forever. Et, voilà. Et ça m'est apparu comme une évidence. Mais aussi, quelques temps après, 2 ans après, j'ai changé ma vie personnelle. Donc, je devais prendre une position par rapport à mon nom. Et je l'ai fait légaliser par les autorités compétentes et c'est devenu mon nom d'usage, comme tant d'autres l'ont fait avant moi. Exactement. Voilà. Le fameux alias. Alias, oui, alias. Alias. Si on prend l'exemple de Johnny, alias Jean-Philippe Smet. Exactement. Voilà. Bon, en tout cas, bienvenue Elisabeth. Je suis content parce que d'abord j'avais entendu parler de vous évidemment, et puis ensuite j'avais très envie de connaître véritablement qui était cette Elisabeth, mais vraiment, j'allais dire d'une manière un peu plus intime comme on le fait dans ce cadre, dans ce studio où vous m'avez dit en arrivant, il y a de bonnes énergies ici parce que vous êtes sensible aux énergies. C'est vrai. C'est vrai, je ressens beaucoup les énergies, je ressens quand les gens sont sincères, quand j'entre dans un endroit, je perçois tout de suite de quel côté est la sincérité et de quel côté elle ne l'est pas. Et comme j'ai une grande facilité à ressentir ce que les gens ressentent, donc automatiquement ça permet de mettre à l'aise instantanément qu'il y ait 10 personnes ou qu'il y ait beaucoup plus de personnes. Vous êtes psychothérapeute. Absolument. Vous êtes auteur. Aussi. Et vous n'êtes pas autrice? Alors, vous pouvez me dire autrice et auteur. Personnellement, moi, ça ne me dérange pas. Franchement, auteur, autrice, c'est pas l'appellation qui compte, c'est la réalité qui se cache derrière le mot. Donc, dites comme ça vous fait plaisir. Bon. Ça me conviendra très bien. Je vais dire auteur parce que je trouve que autrice, c'est pas très très beau. Je trouve que le nom ne sonne pas énormément. Vous êtes donc psychothérapeute, on va voir votre parcours de vie, on va voir également les ouvrages, on va voir ce que vous préconisez. Quand vous avez un diminutif comme ça, en tout cas un pseudo, comme on dit, avec l'anagramme de fée, c'est pas pour rien. Alors, non, c'est pas pour rien. Mais si on remonte avant ma naissance, il s'est passé un événement qui a marqué toute mon existence. Souhaitez-vous que je le partage? Bien sûr, surtout. Très bien. Donc, mon papa avait un magasin d'enseignes lumineuses. Et puis, il travaillait
Et puis il y a le dernier ouvrier qui part et qui lui dit « Au revoir, Prosper », c'était le prénom de mon père. Alors il lui dit « Au revoir ». Et mon père monte sur une échelle et sur le toit et il se retrouve à 6 mètres de haut, persuadé que son employé avait éteint l'électricité, mais ce n'était pas le cas. Donc mon père s'est agrippé au fil, il a été électrocuté et il est tombé de 6 mètres de haut. Et c'était un grand sportif. Il faisait du sport 7 jours sur 7. Je ne vais pas citer les sports qu'il faisait, ils sont très nombreux. Donc instinctivement, mon père s'est mis à faire de la gymnastique, comme un pantin. Et puis un ami passe par là, il lui dit « Ça va, Prosper ?» Et mon père lui répond pas. Il faisait sa gymnastique. Alors il a couru voir ma mère, qui avait 3 petits frères et sœurs, j'étais pas encore de ce monde, comme je viens de l'expliquer. Et il lui dit « Vite, 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 Prosper, il y a quelque chose qui va pas. » Il est en train de faire une gymnastique, il me répond pas. Ma mère, elle a tout de suite compris que quelque chose était pas très cohérent. Elle a laissé les 3 frères et sœurs à une voisine, elle a appelé le médecin et elle est allée voir mon père. Et en fait, ça l'a sauvé, cette gymnastique intensive. Parce que sans cela, parce qu'il a réellement été électrocuté. Il n'aurait plus été de ce monde. Et ma mère et mon père étaient si heureux que cette pseudo-tragédie se soit bien terminée, que le soir, ils m'ont conçu. Donc en fait, j'étais déjà, entre guillemets, je pèse mes mots, parce que je connais le poids des mots, hors norme, avant même d'être venue sur Terre, avant même d'être créée. Et toute ma vie a été un parcours, à mon sens, féerique, j'ose le dire. Parce que même si je traverse des expériences, j'ai traversé des expériences comme tout être humain. On ne peut pas y échapper. Des fois, c'était douloureux, des fois, c'était intense. Mais ça passait toujours très vite, très facilement pour moi. Malgré que ce soit intense et douloureux. Parce que ma vie est comme ça et que je fais en sorte, et ça c'est très important, de le partager avec tout le monde. Avec tout le monde. Franchement, je ne peux pas croiser une personne sans me dire intérieurement qu'est-ce que je peux lui apporter pour qu'elle aille mieux. Qu'est-ce que je peux faire pour qu'elle aille mieux. Même si les gens ne vous le demandent pas. Mais les gens n'ont pas besoin de me demander quoi que ce soit, je sais les choses. Je vois la personne, je sais ce qu'il lui faut, ce qui est le mieux pour elle. Donc, instinctivement, je vais aller vers cette personne avec douceur, avec délicatesse, et je vais m'approcher pour l'aider. C'est instinctif. Vous savez, il y en a qui ont une drogue. Moi, je ne consomme pas de substance. Je ne bois pas, mais j'ai cette drogue. Aider les autres tout le temps, partout. Propager, échanger. Échanger, propager. Bien sûr, on me le demande aussi. Il n'y a pas une journée où on ne m'appelle pas pour me demander de faire une prière, d'aider telle personne parce qu'elle va se faire opérer, ou une autre parce qu'elle veut avoir son travail, ou une autre. Peu importe, on m'appelle tout le temps, tous les jours. Et je réponds présente. Et vous avez besoin de ça? Alors, est-ce que c'est un besoin? Non. Non. Parce que je n'ai besoin de rien. Mais vous seriez malheureuse si vous n'aviez plus justement ce lien-là et cette affluence de demandes. Non. Non? Non, parce que le malheur ne peut pas faire partie de l'être que je suis, car je suis une personne en joie tout le temps. Et dans cette joie, je n'y inclus pas le malheur. Donc je ne peux pas être malheureuse de cela. Non. Non. Mais est-ce que vous avez toujours tenu ce discours-là, de dire, vous vous rendez compte la puissance de la phrase, puisque vous êtes à cheval sur les mots et que les mots ont un sens, la vibration des mots est essentielle. Quand vous dites, je ne peux pas être malheureuse. Non, je ne peux pas être malheureuse. Comment voulez-vous que je sois malheureuse alors que j'ai à l'intérieur de moi une paix intense et permanente. Vous êtes bien la première personne que je rencontre comme ça. Hein. Cette paix, en fait, elle m'habite et elle me quitte que très, très rarement. Elle est toujours en moi. Et même quand il y a le chaos autour de soi, est-ce utile de préciser qu'à notre époque, le chaos est bien présent, omniprésent sur la planète. Et bien même dans ce chaos, je garde ma paix. Saviez-vous que le visible procède de l'invisible? Avant de se manifester, l'information passe par les champs invisibles qu'on appelle
le champ quantique. Eh bien, en manifestant le champ quantique, en rentrant dans ce champ quantique, on peut faire premièrement le déblocage de la problématique que nous avons. Nous pourrons travailler sur nos 5 blessures de l'âme, on peut travailler sur les problématiques avec le père et la mère, et on peut aussi travailler sur plus d'abondance, sur plus de finances, sur plus de progression dans le travail et sur un couple amoureux et heureux. Eh bien, c'est tout ça que je vais vous apprendre en un week-end non pas de formation, mais de transformation. Pour en savoir plus, cliquez sur abctalk.fr sur un des liens sous la vidéo et vous découvrirez les dates, les villes où je ferai ces week-ends et surtout toutes les informations pratiques pour vivre ces séminaires intenses de transformation. À très vite. Alors il y a le chaos, Elisabeth, de la planète, il y a tout ce que l'on entend, tout ce que l'on voit, toute la difficulté de ce monde, etc. Mais avez-vous déjà vécu un chaos intérieur? Non. Non. Honnêtement, non. J'ai vécu des expériences douloureuses, mais qui ressemblent en rien à un chaos intérieur. Je ne peux pas m'identifier à une personne qui ne reste pas stable, parce que je suis stable comme un arbre, mais 24 heures sur 24. Pas parce que je suis ici avec vous, Marc, pas parce que je suis ici avec vous. Tout le temps. Si vous me permettez, je vous donne un exemple. Mais surtout. Je peux vous en donner autant que vous voulez. Un exemple. Prenons l'exemple en 2001. En 2001, chaos international. Nous sommes d'accord là-dessus, Marc? Ah oui, un peu, oui. Chaos international. Les gens mouraient par quantité inimaginable. Il y avait un virus qui s'est fait appeler, je le mets entre parenthèses, Covid. Immédiatement. Non, pas 2001. 2020. J'ai dit 2001, sorry. 2020. Sorry, you're right, sorry. Excusez-moi, je le dis en anglais, des fois j'ai des expressions anglaises qui sortent, excusez-moi. Ça s'appelle le syndrome Jean-Claude Van Damme. Ou plutôt le syndrome fait, parce que forever... Ah oui, d'accord, il y a le forever. Si vous le permettez. Mais donc 2020, Covid. Excusez-moi, j'ai dit 2001, allez, ça va pourquoi j'ai cette date en tête. Okay. Donc en 2020, le Covid, moi je l'ai tout de suite rebaptisé. Dès que j'ai entendu ce nom à la télévision, je l'ai appelé le truc-muche. Parce que le truc-muche, ça veut strictement rien dire. Et autour de moi, les enfants qui entendaient truc-muche de ma bouche, ils riaient. Donc déjà, ça a retiré le caractère gravissime du mot et de ses implications. Et ça m'a servi. Pourquoi ça m'a servi d'utiliser le mot truc-muche? Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de personnes que je connaissais à l'époque, et je connais encore aujourd'hui, qui ont créé des réseaux sociaux, parce que les gens communiquaient beaucoup plus qu'avant avec cette histoire-là, et qu'ils ont appelé leur groupe le truc-muche, pour dédramatiser la réalité. Et ça m'a servi parce que pendant qu'il y avait ce chaos, et que les gens mouraient, que les gens avaient peur pour leur survie, eh bien moi j'ai pu écrire un livre qui s'appelait, donc il est sorti en 2021, La parole de fée, et c'est un livre où, par-delà, on va dire, les systèmes, vous pouvez éveiller votre conscience d'une façon différente, en ayant une pensée différente. Donc, les gens pleuraient, les gens mouraient, les gens avaient peur. Moi, j'étais très très stable, j'étais envahie de coups de fil du matin au soir, parce que les gens voulaient des conseils pour savoir qu'est-ce qu'il fallait faire, qu'est-ce qu'on allait devenir. Et malgré tout, j'ai réussi à sortir un livre de 720 pages, parce qu'il fallait qu'il sorte, ce livre. Pourquoi je l'ai sorti et je l'ai écrit? Je l'ai écrit dans l'urgence, tout en prenant le temps de l'écrire, j'ai mis 9 mois. Pourquoi? Parce que je savais qu'il allait apaiser, calmer, protéger toutes les personnes qui en auraient connaissance. Et pour moi, c'était capital, parce que sinon, tout le monde se serait dit c'est la fin du monde, avec ce que nous avons vécu. Mais moi, je savais que c'était tout sauf la fin du monde. Donc, à mon niveau, mon petit niveau, je me suis dit, je vais le sortir, ce livre. Et je l'ai écrit devant ma page blanche, plus précisément mon ordinateur, en 2020. Il est sorti en 21. Et c'était le chaos, partout. Mais pas en moi, non. C'est pas vrai. Pas une seconde, ça m'a traversé l'esprit de dire il y a le chaos en moi. Non. Ça ne se peut pas. Alors racontez-moi une épreuve de vie. Parce que vous en avez vécu obligatoirement des épreuves de vie. Comment ces épreuves de vie-là font en sorte qu'il n'y ait pas, même à un instant T, sans qu'il y ait de la durée,
un chaos dans votre vie? Alors, votre question, elle est très pertinente, si je peux me permettre de la qualifier de pertinente, et je vais vous répondre très sincèrement. Je pars du postulat que le mot grave n'a pas de consistance. Il n'existe pas. Donc, une fois que j'ai mis ce postulat-là en avant, il existe ce que l'on appelle un problème, et à ce problème, il existe une solution. Ça, c'est... Sine qua non. Voilà, c'est une condition sine qua non. Enfin, en tout cas, on va dire, c'est la base. Il y a pas... C'est la base. S'il y a un problème, il y a une solution. Voilà. Et je m'en exprime. Le problème, on est d'accord, il a été créé dans l'univers. Le cosmos, appelons-le comme on veut. Appelons-le comme on veut. Il a été créé. Donc, il est venu à nous sous forme de problème. Ce problème peut être petit ou immense. Nous sommes d'accord? Très bien. Mais si je considère que tout problème a sa solution, j'ai donc la conviction que ce problème qui m'est venu va trouver sa solution. Donc déjà, je n'ai aucune raison de m'inquiéter. Pourquoi je vais m'inquiéter? Parce que vous savez que la solution va arriver. Parce que je sais que la solution, elle est là. Et dans mon cas, la solution, si c'est moi qui ai le problème, il me concerne, eh bien, vu que ce n'est pas grave et que je sais que dans l'univers, dans la vie, il y a la solution, eh bien, je fais confiance tout simplement à la vie. Et je lui demande tout simplement de m'apporter cette solution, même si c'est quelque chose de très, très important. Et je reste confiante, je continue de vaquer à mes occupations, et la solution, elle est là, elle apparaît. Et ça, c'est irréfutable. C'est quelque chose, ça s'est toujours vérifié exact dans votre vie. Alors, oui, et je vais aller même plus loin, c'est que je trouve les solutions pour les gens de la même manière. Quand un client venait me voir avec telle difficulté, des fois elles étaient petites, mais des fois elles étaient incommensurables, comme ça arrive dans la vie des gens. Toujours le même postulat. J'ai une question qui m'est posée, je sais que la solution elle est là. Donc déjà, je vais rassurer le client et lui dire qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter, car ensemble, nous allons résoudre le problème. Donc, vu que la solution me vient très facilement, vraiment comme la pluie qui tombe, toujours, comme si c'était écrit sur les murs, là, ou dans le ciel, je ne le lis pas littéralement, mais c'est là, présent autour de moi. Donc, j'exprime cette solution à la personne, on se met d'accord, toujours d'accord avec la personne, sur la stratégie, et Marc, dans tous les cas, je n'ai aucune exception à cette règle, le problème disparaît. Dans tous les cas, le problème disparaît facilement et sans effort. J'ai donc une fée sur le plateau. C'est comme ça. Un exemple. Et on est tous confrontés à ça. La pire chose qui puisse arriver à quelqu'un, c'est le deuil. Le deuil, oui. Alors, face au deuil. Face au deuil. Quelqu'un pourrait vous dire, pardonnez-moi, quelqu'un pourrait vous dire, j'ai un problème. Oui. Si on reprend l'explication que vous venez de nous dire. Bien sûr. Problème égale solution. Bien sûr. Mon problème, c'est la souffrance qu'a généré le deuil. Oui. Alors. Où voyez-vous la solution? Alors, je vais vous donner un autre exemple, si vous m'y autorisez, qui correspond précisément à votre question. C'était il y a 5 ans. 5-6 ans. Une cliente vient dans mon cabinet, mais alors complètement décomposée. Elle était rouge, elle pleurait, elle hoquetait, mais je la reconnaissais pas, c'était pas elle, quoi. Je l'installe, et puis je lui demande qu'est-ce qui la met dans cet état. Entre parenthèses, je le savais déjà parce que je perçois les choses avant qu'elles arrivent. Mais je voulais qu'elle s'exprime. On va y revenir à ça, bien sûr. Je voulais qu'elle s'exprime. Donc, elle m'explique que le matin, son père est décédé. Et pour l'anecdote, elle était très proche de son père. Ils se téléphonaient tous les jours.
Elle prenait soin de lui par téléphone. Quand elle pouvait aller le voir, elle le faisait en province. Elle était très liée à son père et il décède. Donc, c'était intenable pour elle. Alors, bien sûr, une personne qui est décédée, il n'y a rien à faire. Elle est décédée. Ce qu'il y a à faire, c'est changer le regard et la souffrance de la personne qui a subi ce deuil. Alors, c'est ce que j'ai fait. J'ai utilisé une méthode, franchement, qui est exceptionnelle, qui est magnifique, qu'on appelle le MDR, l'hypnose éveillée conversationnelle. Elle a fait cette séance. À la fin, lorsqu'elle est partie, je l'ai raccompagnée à la porte. Elle était détendue, elle était reposée, elle était sereine. Si quelqu'un avait sonné à la porte à ce moment-là, on n'aurait pas pu supposer qu'elle venait de perdre son père depuis quelques heures. Et je lui ai quand même dit, pourquoi vous n'êtes pas resté chez vous? Pourquoi vous ne vous êtes pas reposé? Bien sûr. Elle m'a répondu, mais pas question. Pour rien au monde, je manquerai ma séance de MDR. Très humblement, cette phrase, je l'ai tant et tant entendue qu'elle fait partie d'une routine. La semaine suivante, cette même jeune femme, son papa, il avait dans les 75 ans environ. Elle vient me voir au cabinet, mais alors, limite comme ça, quoi. Hyper cool, détendue, enfin, heureuse, quoi. Rayonnante. Je dirais pas qu'elle était rayonnante, je dirais qu'elle était joyeuse, sans être rayonnante. Je m'en exprime. Elle avait de la tristesse en elle, mais elle avait éliminé la souffrance. Et sa famille ne comprenait pas comment elle, qui était l'aînée de sa famille, pouvait sourire, pouvait rire, et pouvait ne pas être en souffrance extérieure. Et elle leur a expliqué qu'elle avait fait cette séance et que ça l'avait ramenée à elle-même. Elle s'était reconnectée à ses émotions. Mais donc ça veut dire qu'aujourd'hui, en tout cas dans le cas précis que vous nous évoquez, le problème et la solution s'est trouvée dans l'acte de l'EMDR? C'est l'EMDR qui a permis ça? Alors, dans le cas que nous citons ensemble, oui, c'est l'EMDR. Pourquoi? Parce que cette méthode, l'esprit et l'âme dialoguent pendant la séance. L'esprit et l'âme dialoguent. Mais c'est formidable ce dialogue, parce que de ce dialogue jaillit une lumière, une merveilleuse lumière. Qu'est-ce qu'elle va faire, cette lumière? Elle va imbiber la personne entière. Et à partir du moment où elle imbibe, il ne reste plus du tout de place pour la souffrance. Dans la lumière, il n'y a pas de souffrance. Il n'y a que de la joie et du bonheur. C'est juste ce dialogue entre l'esprit et l'âme. C'est simple. Et combien de personnes, combien en 18 ans, sont venus me voir parce qu'ils ont perdu quelqu'un de cher? Et combien de personnes, hop, j'ai extirpé ce mal qui les rendait en souffrance insupportable. Et hop, la joie revient. La tristesse, elle est là. Vous savez, je fais toujours référence à un film. Imaginez, Marc, que vous voyez un film qui est palpitant. Seulement, il est triste. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous êtes triste, vous pouvez même pleurer. Pourquoi pas? Même moi, je peux pleurer parce que le film est triste. Mais vous et moi, ou qui que ce soit d'autre, nous savons que c'est du cinéma, que derrière cela, il y a des caméras, etc., que c'est fictif. Donc, on va être triste, mais on n'est pas détruit. Lorsque l'on met de la lumière à l'intérieur de la personne et que l'on extirpe la souffrance, il reste juste la tristesse. La tristesse, c'est un sentiment. L'émotion, c'est une souffrance. Ça peut être joie ou souffrance. Et tout se joue entre la joie, dans les émotions, entre la joie et la souffrance. Si on laisse ces émotions vous envahir, c'est trop tard. Quoi que vous fassiez, vous allez sombrer dans quelque chose qui ne va pas vous convenir. Mais si vous le transcendez juste en sentiment, vous pouvez plus souffrir. Et c'est pour ça que j'ai cette chance de dire que ma vie est un conte de fées, parce que je suis consciente de cela tout le temps. Donc avant d'être en réaction immédiate et de me laisser submerger par une souffrance, oh là là, non, hors de question. Faudrait-il que je sois stupide? Or, il se trouve que c'est pas le cas. Donc,
je mets en place la stratégie. Sauf que en ce qui me concerne, c'est immédiat, tout de suite maintenant. Et si on vient me trouver, ça peut se faire très rapidement. La personne, elle a un problème. Bon, imaginons que nous soyons en live. Une personne, là, Madame Dupont, Monsieur Durand, me dit, voilà, moi j'ai ce problème. Je connais pas la personne, j'ai jamais vu, c'est pas un traquenard, je sais pas d'où elle sort, mais je la vois, je sais que c'est une femme ou un homme, je situe son âge approximativement, la personne dit sa difficulté en 3-4 phrases, quoi. Elle dit si elle est mariée ou pas, si c'est un homme, s'il a des enfants ou pas, et quelle est sa problématique. La solution, pouf, elle arrive tout de suite. Et donc, je vais l'attendre à la personne. Je vais lui offrir à la personne. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, et ça c'est capital, non seulement ça marche tout le temps, à aujourd'hui, on est le combien? Je ne sais même pas. C'est vous dire, je ne sais pas, on est le 4. On est une date. On est le 5, le 6, je ne sais pas. Nous sommes une date, nous sommes au mois de juin. Ouais. C'est pas grave. Nous sommes une date, à aujourd'hui, c'est pas encore arrivé. Donc, c'est pas encore arrivé. Mais le plus important, c'est que quand la solution, elle apparaît, c'est pas une solution, on va dire, provisoire, ou intermédiaire, ou qu'il faudra changer à un instant T. Non, non, non. C'est ce qu'il y a de mieux pour la personne. Dans tous les cas de figure, c'est mieux pour elle, et la suite est beaucoup plus importante, et c'est mieux pour les autres. Cette solution ne peut nuire à personne. Ça, c'est la partie capitale de la solution. Parce qu'une solution qui est bien pour vous, qui est bien pour moi, mais qui va nuire à quelqu'un, ne peut pas durer dans le temps. Il est impératif que cette solution soit bénéfique pour tout le monde. Et donc, ça fonctionne tout le temps. Partout, avec tout le monde. Je bois vos paroles. Parce que parce que il y a le ressenti que j'ai en vous écoutant, la première phrase qui me vient, c'est « bon sang, mais c'est bien sûr ». Et la deuxième phrase, c'est que je me dis, quand on vous entend comme ça semble tellement simple. Oui, et vous savez, dans tous mes livres, j'utilise le mot simple partout. Partout. Brrr, partout. Parce que comme je suis quelqu'un de très simple, vraiment très simple, tous ceux qui me connaissent bien le savent, et ceux qui lisent mes ouvrages le découvrent, et ceux qui m'entendent quand j'ai fait des conférences m'ont entendu aussi, je suis quelqu'un de très simple. Et je vais toujours chercher la simplicité dans tout. Mais parce que vous êtes aussi résolument positive, optimiste. Oui, vous avez raison, Marc. Et j'ai pas le sentiment que vous ayez eu beaucoup d'efforts à faire pour l'être. Non, je suis née positive. Et je crois que c'est ça. Je suis née positive et vous savez, je n'ai pas reçu d'éducation religieuse. Ma religion à moi, c'est l'amour. L'amour des autres. L'amour de moi d'abord. Prioritairement, pardon. J'ai fait un lapsus linguique. D'abord, je m'aime. Si je ne m'aime pas, comment puis-je apporter quoi que ce soit aux autres? Ça, ce n'est pas de l'ordre du possible. Donc, je m'aime, et parce que je m'aime très fort, je vais transmettre cet amour autour de moi pour qu'il rayonne. Je veux le répandre autour de moi. Et comme je n'ai pas reçu d'éducation religieuse, j'ai entendu ma maman, ma chère maman, qui s'appelait Reine, et elle portait bien son prénom, ma mère. Et ses joyaux, c'était pas des diamants, c'était ses enfants. Je suis issue d'une famille de 8 enfants. Exact. Voilà. 3 frères et 5 sœurs. Donc ma maman, ses joyaux, c'était ses enfants. Et elle disait du matin au soir, tous les jours, « Oh, merci mon Dieu. Oh, grâce à Dieu. Oh, merci mon Dieu. » Ben, vous savez, quand vous entendez ça toute la journée, pratiquement 10-15 fois par jour, ça laisse des traces. Ça laisse des traces. Et en tout cas, c'est une vibration qui vous a impacté, inévitablement. Elle m'a impacté. Elle m'a impacté. C'est vrai. Mais même ce que je veux dire, c'est même la phrase telle que votre maman vous l'a dit. Quand elle dit « Oh, merci mon Dieu », oui. Le fait d'entendre cela, alors soit on le prend au premier degré, même au second, même au troisième degré, peu importe, la phrase est dite. Oui. Donc elle a cette résonance qui, vous, en tant qu'enfant, vous recevez ça. C'est cela. J'ai reçu ça tout le temps. Et puis aussi, quand j'avais
quel âge j'avais? 7 ans. J'avais 7 ans. Mes frères et sœurs jouaient, donc mes 7. J'avais 7 ans. Oui, tous mes frères et sœurs étaient nés. Et donc, ils jouaient, les 7. Et puis moi, je me suis un petit peu éloignée. Et je rencontre un vieux monsieur, ce que j'appelais à l'époque un vieux monsieur. Aujourd'hui, j'ai supprimé ce mot de mon vocabulaire, comme tant d'autres d'ailleurs. Je dis une personne âgée, mais pas un vieux ou une vieille. Mais à l'époque, j'avais 7 ans, je disais un vieux monsieur. Parce qu'il m'avait dit, ben viens mon petit, je vais te présenter le bon Dieu. Et moi qui entendais ma mère dire toute la journée, merci mon Dieu, et grâce à Dieu, je me dis, ça doit être quelqu'un de drôlement sympa. Je veux le rencontrer. Moi, je veux le rencontrer. Donc, je prends la main du vieux monsieur. Heureusement, la vie est bien faite. Mes parents sont arrivés in extremis et ils m'ont pris la main et ils m'ont ramené avec eux auprès de mes frères et sœurs. Et quand j'avais 2 ans de plus, j'avais 9 ans, j'ai commencé à faire un rêve qui a impacté mon existence, vraiment. Alors, j'ai 9 ans, je suis vêtue de rouge, comme le petit chaperon rouge. Je suis en haut d'une montagne et je cours de toutes mes forces, poursuivie par une meute de bisons gigantesques et effrayants. Ils me poursuivent. Et moi, je monte en haut de la colline, de cette montagne, pour me sauver, pour sauver ma vie. J'avais peur, je tremblais dans mon rêve. Et puis d'un seul coup, sans que rien ne le laisse présager, du haut de mes 9 ans, toute vêtue de rouge, je me retourne et c'est le silence. Le silence indescriptible et innommable. Alors je comprends que quelque chose s'est passé. Je ne savais pas quoi encore. Je regarde en haut du pic de la montagne, et là, j'aperçois un bison blanc, majestueux, immense, avec des yeux gigantesques, qui mangeait tout l'espace. J'ai ressenti une paix intérieure à 9 ans, qui est difficile d'exprimer avec des mots, mais qu'une enfant de 9 ans que j'étais était capable d'avoir ce fort ressenti. Et j'ai su que tout irait bien pour moi tout le temps. Je me suis noyée dans les yeux de ce bison blanc. Et j'ai senti cette paix intérieure. Mais Marc, elle ne m'a que très rarement quitté, cette paix. Parce que ce rêve, je l'ai fait très souvent, pendant très longtemps. Toujours avec le bison blanc. Toujours ce bison blanc protecteur, qui représentait l'univers à lui tout seul. Et vous avez fait des recherches pour savoir si c'était votre animal totem, sans doute? Non. Non. J'aurais pu, mais je ne l'ai pas fait. Je me suis contentée d'apprécier ce cadeau. Je dis toujours que quand on nous fait un cadeau, il est bon de ne pas toujours vouloir davantage. Pourquoi vouloir davantage? Est-ce que vous êtes conscient que l'univers m'a fait un cadeau gigantesque avec ce bison blanc qui a fait arrêter une meute dans mon rêve et qui m'a propagé dans ce rêve régulièrement pendant très longtemps pour me dire « Vas-y, fais ce que tu as à faire de ton mieux et tout ira bien pour toi et ton environnement. » Et c'est ce qui se passe. C'est vrai, je fais toujours de mon mieux. C'est le 4e accord Toltec. Je fais toujours de mon mieux. Pour moi et surtout pour les êtres qui m'entourent. Toujours. C'est quelque chose de... C'est un réflexe. Est-ce que... c'est incroyable. Je trouve que, voilà, quand je dis j'ai une fée, alors ça n'est pas que l'anagramme de votre nom et pseudo. Je pense que vous en êtes une véritablement. Et que tous les gens aujourd'hui qui vous connaissent, en tout cas qui vous consultent, qui viennent vous voir et que vous avez en tant que client, savent pourquoi ils viennent vous voir et à quel point ça leur fait du bien. Est-ce que le mot colère est d'abord dans votre vocabulaire et dans le ressenti de vos émotions? Alors, le mot colère ne fait pas partie de mon vocabulaire puisque je vous ai dit que j'avais supprimé une quantité de mots. C'est pour ça que je vous pose la question. Par contre, est-ce qu'il fait partie de mes émotions? Oui.
Ça peut faire partie de mes émotions dans des situations bien spécifiques. Qu'est-ce qui peut me mettre en colère? Le fait de nuire à quelqu'un sans défense. Une femme enceinte, un enfant, un ado qui a encore des besoins de ses parents, une personne âgée. Ah, les personnes âgées, pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je les aime toutes dans leur ensemble, et chacune que je connais en particulier, parce qu'elles sont faibles, affaiblies. Et il faut pas qu'on fasse du mal à ces gens en ma présence, parce que je m'insurge toujours. Je m'en mêle. Je m'en mêle et je dis les choses pour protéger la personne âgée, pour protéger un bébé, pour protéger un ado, pour protéger quelqu'un de faible. Je m'en mêle. Je ne peux pas ne pas m'en mêler. Je ne peux pas. Et je sais que ça passe bien, parce que je trouve toujours les mots pour ne pas blesser, pour ne pas heurter. Donc c'est entendu. Et la personne à qui je dis « laissez cette personne tranquille », je le dis avec tellement d'amour à l'intérieur de moi que la personne ne se sent pas du tout agressée et par conséquent, ça fonctionne. Dans ces moments-là, j'ai de la colère. Si on fait du mal à quelqu'un en ma présence, je ne peux pas faire autrement que de m'en mêler. Est-ce que des faits de société, des faits géopolitiques de notre société, de notre planète, vous mettent en colère? Alors, les faits géopolitiques et économiques et sociaux de notre planète, aujourd'hui en 2025, sont vraiment au niveau d'un mot que j'utilise pas, de la gravité. Mais il y a deux facteurs, en fait. C'est qu'on peut faire des actions autant qu'on veut, les unes derrière les autres, avec des moyens ou sans moyens, à notre niveau ou à grand niveau, on n'arrivera pas à rétablir la paix dans le monde. On n'y arrivera pas en tant qu'être humain. Donc ça, déjà, il faut partir de ce postulat-là, à notre époque, j'entends. Mais par contre, on peut considérablement améliorer. Voyez-vous, tout à l'heure, je vous ai dit que lorsque le Covid était parvenu, je l'ai tout de suite transformé en mot trucmuche. Lorsque vous utilisez un mot de façon systématique et répétitive, qu'est-ce qui se passe dans l'esprit des gens? Parce que les pensées, en fait, elles circulent. Elles vont de l'une à l'autre. Et quand il y a eu le démarrage de ce virus, eh bien, ce mot a été tout de suite répété dans les médias, à la télévision, dans les cafés, dans les chambres à coucher, d'une façon exagérée. Comme les gens avaient peur, et ça se conçoit, ils répétaient ce mot comme si ça voulait l'éradiquer, en fait. Donc, il était divulgué partout, tout le temps. Mais quand on répète une chose sans arrêt, elle finit par arriver et elle se multiplie. A contrario, si on faisait autant d'efforts pour parler de la paix dans le monde, la paix dans le monde, la paix dans le monde, et qu'on le répétait partout, 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 dans toutes les langues du monde entier. Mais vous savez qu'il faudrait moins de temps qu'il faut pour le dire que de rétablir la paix. Elle serait présente là, maintenant, tout de suite. Peu importe qu'on fabrique des armes ou qu'on n'en fabrique pas, que un président de tel gouvernement veuille continuer de maintenir ses privilèges, c'est pas le souci. Étant donné que, prenez une casserole de lait. Ça vous fait sourire, voyez, mais je reste toujours concentrée. J'aime bien la manière dont vous racontez les choses. C'est pour ça que... Prenez une casserole de lait. Je perds jamais le fil de ce que je dis, donc je vais revenir à votre question. Mais la casserole de lait, elle est liée. Même si vous ne voyez pas pourquoi, je vais vous en faire la démonstration. Si on était dans une cuisine, je prendrais le lait, je le ferais devant vous. Donc, il faudrait du gaz et voilà. On va imaginer, les gens qui nous regardent vont imaginer qu'ils ont une casserole de lait devant eux. On allume le bouton, électrique ou gaz, et on fait chauffer le lait. Qu'est-ce qui se passe la plupart du temps? Dans la majorité des cas, les gens attendent que ça bouge, ça bouge, ça bouge, et ça monte. Il n'est pas rare que ça déborde. C'est pas tout le temps, mais que ça déborde. Alors qu'en réalité, suivez-moi bien, vous me suivez? Toujours. C'est merveilleux. Suivez-moi bien. Donc, si on faisait bouillir ce lait, et que dès qu'il y avait des prémices de bulles, un début de bulle,
où on arrêtait le feu, eh bien, figurez-vous que le lait continuerait de chauffer. De la même manière que si vous le laissez, au risque de les laisser déborder. Eh bien, voyons, nous sommes, grosso modo, on ne va pas faire le calcul exact, Internet nous donnerait le chiffre en un quart de seconde, 8 milliards d'individus, à quelque chose près. 8 milliards d'individus. Eh bien, il suffirait que 4% de ces 8 milliards aient des pensées positives et des pensées d'amour et des pensées de paix pour que la paix se rétablisse immédiatement. 4% de la population pourrait rétablir la paix. D'où vous sortez ce chiffre? Je le sais par expérience. Prenez une casserole de lait et faites-le. Faites voir et vérifiez par vous-même combien le lait est aussi chaud et aussi délicieux si vous le laissez dès que les prémices arrivent au niveau des formations. Et c'est exactement la même chose qui se passe pour les pensées. On peut, vous savez, prenez un groupe de 100 personnes. Comme j'ai fait quelques conférences, etc., et des ateliers, 100 personnes, c'est un chiffre qui me parle, au niveau d'un nombre de personnes. Eh bien, si 100 personnes sont présentes, il y a 2 solutions. Ces personnes, elles arrivent avec leurs problèmes, leurs difficultés, leurs soucis, leurs problèmes de santé, etc., etc. Eh bien, soit vous commencez à parler dans une direction qui va les conduire, les 100 personnes, vers la continuité de leurs difficultés qu'elles ont à amener avec elles, ou au contraire, vous vous rendez compte que ces personnes sont malheureuses, elles souffrent, voilà, elles veulent quelque chose qui se déclenche dans leur existence pour elles aussi mériter le bonheur, parce que tout le monde mérite d'être heureux. Et vous les emmenez, en fait, ailleurs. Quelque chose qu'elles n'attendaient pas en entrant dans la pièce. Eh bien, si seulement 4% de ces 100 personnes réagissaient positivement à cela, eh bien, ça influerait sur les 100 autres personnes. Si on prend 1000 personnes, 4% des 1000 personnes. Si on reprend mon exemple, 8 milliards, 4% des 8 milliards. Je suis d'accord avec vous. Vous pourriez prendre effectivement n'importe quel chiffre, mais ce 4%-là, d'où sort-il? Ce 4%, il sort en fait parce qu'il représente les 4 éléments de la vie. Ah, ok, d'accord. Il est lié, il est les 4 éléments de la vie. C'est pour ça que ces 4%, il n'est pas anodin. Il ne vient pas de nulle part, il vient des 4 éléments. Et lorsqu'ils sont mis ensemble, il suffit d'un 5e élément qui soit au milieu et que tout redevienne différent. Alors, quand vous avez dit tout à l'heure, si on reprend ce que vous disiez, à tout problème, il y a une solution. Dans notre monde actuel, si bruyant, si difficile, si houleux, si conflictuel, évidemment, est-ce qu'il y a une solution? Puisque nous avons des problèmes. On ne peut pas les nier aujourd'hui, ces problèmes sont là. Oui. Sur le plan international, j'entends, hein, il y a évidemment des problèmes. Mais si on garde votre théorie, comme vous le dites, et cette philosophie de vie, parce que c'est plus qu'une théorie, c'est une vraie philosophie de vie, que vous avez, que vous inculquez aux autres, par votre accompagnement, qu'est-ce qu'on peut dire à très grande échelle, sur une échelle sociétale mondiale, s'il y a un problème, il y a une solution. En 2025, quelle solution voyez-vous sur les problèmes que nous rencontrons? Puisqu'il y a des solutions, vous dites. Alors, est-ce qu'on peut trouver des solutions d'une façon rapide à tout ce qui nous entoure? La guerre, les pandémies, les pénuries, les catastrophes naturelles, de façon rapide, est-ce qu'on peut? Non. Par contre, est-ce que je peux? Oui. À mon échelle. À mon échelle. Ce que je constate quand il y a 100 personnes, comme j'arrive à façonner l'énergie et à transformer l'énergie qui circule quand je me déplace, comme j'arrive à faire cela, je sais, plus précisément, j'ai cette conviction, que je peux façonner la même énergie à un niveau international. Si ma voix était portée. En 2000,
21, tout à l'heure, je vous ai parlé de mon premier livre qui s'appelait La parole de fée. À peu près une centaine de personnes qui me connaissaient, il y en a beaucoup plus qui me connaissaient, mais une centaine de personnes se sont autorisées à faire une lettre, la même lettre. Ils ont fait une lettre, c'est pas moi qui ai fait la lettre, c'est une personne, elle a fait la lettre, et elle a fait en sorte, elle a demandé à des personnes de la faire, et ces personnes ont fait une lettre au président de la République, à Emmanuel Macron, pour qu'il me reçoive à l'Élysée, pour que je puisse intervenir dans ce chaos qui arrivait de tous les pays du monde entier, parce qu'ils connaissent, ces gens me connaissaient mes capacités, et savaient que si quelqu'un pouvait faire quelque chose, j'étais cette personne-là. Ils ont écrit 100 lettres, la même lettre 100 fois, il n'y a pas eu de réponse. Mais parce que ces 100 personnes, il y en a eu d'autres, mais il n'y a pas eu d'autres personnes qui ont fait la lettre. Déjà une centaine avaient cette conviction, parce qu'elles me connaissaient, elles me pratiquaient. C'est parce qu'on n'est pas dans les 4%. Si. Non, mais ce que je veux dire, c'est que à l'échelle de notre pays, si 4% des gens faisaient une lettre en disant « Monsieur le Président, vous devriez recevoir Elisabeth Forever », il y aurait peut-être un autre impact. C'est ça que je veux dire. Oui, mais comment faire Évidemment, non, mais évidemment. Non, mais c'est l'image. Mais j'entends ce que j'entends. C'est l'image. Voilà, c'est pas simple en soi quand on réfléchit. Bien sûr. Après. Non, mais c'est surtout pour revenir, parce que les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, peut-être se posent cette question-là aussi, et je me la suis posée. Si vous partez du postulat qui consiste à dire problème égale solution, et j'ai donc mis ça dans ma vie en application, c'est ma philosophie de vie, c'est ancré dans mes gènes, problème égale solution. À ce moment-là, dans notre société, si nous rencontrons des problèmes, quelle solution y a-t-il? Et c'est pour ça que je vous ai posé la question. Oui, non, mais j'ai bien compris, mais dans notre société, si vous restez sur les problèmes géopolitiques, etc., si vous regardez en arrière, vous vous apercevez que c'est toujours les mêmes qui reviennent au niveau problème. Ils ne font même que s'aggraver. Mais c'est toujours les mêmes. Il y a toujours eu la pauvreté dans le monde. Il y a toujours eu des catastrophes naturelles dans le monde. Il y a toujours eu des guerres dans le monde. Et les gens font de leur mieux pour essayer d'éradiquer tout cela. Certains ne faisant pas réellement de leur mieux, par manque de connaissances, par manque d'implication, par manque de moyens, sans juger qui que ce soit. Mais le résultat est qu'on en est toujours là. On en est toujours au même niveau. Dans votre vie, et en préparant l'émission, il y a quelque chose qui m'a aussi profondément marqué parce que j'ai un peu vécu la même chose que vous. Vous dites à 14 ans, il y a une punition d'une de vos professeurs, une prof de français, parce que vous aviez du retard, je crois, dans un cours, un retard de 5 minutes, et elle vous demande en punition de rédiger 4 pages, c'est ça, sur le thème « Partir, c'est mourir un peu ». Alors déjà, c'est une synchronicité intéressante que vous ayez connu la même expérience que moi. Alors c'est pas tout à fait la même chose, je peux vous la faire brève, c'est que je suis en primaire et on fait une dictée. Et j'ai jamais été très très bon en orthographe. Et donc ma dictée sur mon cahier est criblée de fautes. Et donc il y a du rouge sur le cahier partout. Et la maîtresse... je suis au 2e rang. Et au 3e rang derrière moi, il y a ma petite amoureuse de l'époque. Ah. Mais on a 8 ans, 9 ans. C'est mignon. Et en humiliation et en punition, parce que j'ai mal fait la dictée, décide de m'agrafer avec une pince à linge le cahier ouvert en grand dans le dos, à la page où il y a toutes les fautes. Oh. Et j'ai ce cahier agrafé dans le dos avec une pince à linge, ouvert, avec ma petite chérie de l'époque, qui voit ce cahier criblé de fautes. Et je me souviens de cette scène-là qui a été évidemment traumatisante pour moi. Et le partir, c'est mourir un peu. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, vous avez eu cette punition-là, et je voulais connaître la sensation. Alors vous étiez plus grande, vous aviez 14 ans, mais je voudrais connaître la sensation que vous avez eue, d'abord, 1, face à la punition, et 2, face à la thématique que vous impose cette prof de français avec ce thème,
Partir, c'est mourir un peu. Très bien. Alors, effectivement, ce jour-là, j'étais au cours de français, j'étais en retard. C'était pas du tout ma tasse de thé d'être en retard. Moi, je suis quelqu'un qui suit toujours à l'heure. Et même petite, j'étais à l'heure. Et même très en avance. Hein. Et même très en avance. Elle peut me dire 3 quarts d'heure avant, Elisabeth, c'est pas un problème. Voilà. C'est vrai. Nous n'épiloguerons pas sur le sujet. Non, mais c'est bien, mais je préfère que vous arriviez à l'avance, c'est très bien. Moi, je suis quelqu'un de ponctuel. Et c'est très bien. Et je trouve que c'est une vraie grande qualité. C'est un réflexe, Marc. Et c'est une grande qualité. C'est un réflexe. Pas comme Napoléon qui disait que... Voilà. Donc, revenons à votre question, si vous le permettez. Donc, j'arrive avec 5 minutes de retard, je frappe à la porte, et Mademoiselle Piot, ma professeure de français, me dit, bon, bah, c'est très bien, Elisabeth, tu as vu l'heure, tu vas faire une punition, tu vas partir dans la classe voisine, et tu vas me faire une rédaction de 4 pages sur le thème, comme vous l'avez dit à juste titre. Partir, c'est mourir un peu. Absolument. Tu t'installes dans la pièce d'à côté, il y a des élèves qui travaillent avec le professeur, tu te mets au fond de la classe et tu me rends ce devoir de 4 pages. J'arrive dans la classe, je présente mes excuses au professeur parce que je dérange, hein. J'explique que j'ai une punition et je m'en vais au fond de la classe. Et au départ, je regarde ma feuille blanche et je me dis, partir, c'est mourir un peu. Mais qu'est-ce que c'est que ce sujet? Et partir, c'est mourir un peu. Si je pars, je meurs pas. De toute façon, moi, je meurs pas. Je suis bien vivante. Et partir, c'est mourir. Et le temps, il passe. Puis d'un seul coup, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, mais c'est fantastique. J'ai une page blanche. Je peux écrire tout ce que je veux dessus, sur le thème qu'on m'a proposé. Et j'ai ressenti une profonde joie. Un élan incroyable. Et je me suis mis à remplir 4 pages, tac, 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 tac. Et je les ai ramenées au professeur de français qui m'avait déjà très bien noté à l'époque. Et j'ai découvert en fait que c'était tellement jouissif d'écrire, et bien que plus tard, quand je serai grande, j'avais 14 ans, à l'époque quand on avait 14 ans, on se considérait pas comme une grande. Aujourd'hui c'est différent, mais à l'époque c'était comme ça. Et j'ai pas 100 ans. Eh bien, je me suis dit plus tard, j'écrirai des livres. Et c'est ce que j'ai fait à partir de 2001. Qu'est-ce que vous pourriez, évidemment sans philosopher dessus et sans faire 4 pages, mais partir, c'est mourir un peu, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Alors, quand vous partez, il y a la notion de voyage. Et en fonction de comment vous vivez votre vie sur Terre, en étant en harmonie avec vos émotions, en étant en harmonie avec les êtres qui vous entourent, et de cette façon d'être sur la Terre, vous donne une façon différente de partir en voyage. Ça peut être un voyage pour prendre l'avion ou un bateau, ça peut être un voyage pour partir, une expression qui m'est familière, de l'autre côté du miroir. Lorsque vous savez que vous avez fait de votre mieux, tout le temps, lorsque vous savez que lorsque vous proposez à quelqu'un une solution, cette solution, elle est satisfaisante pour la personne et pour les autres tout le temps. Si c'est un problème qui vous arrive à vous, la solution, elle est bien pour vous et pour les autres. Donc, quand vous dormez bien. Parce que vous vous dites, je n'ai rien fait de répréhensible qui puisse nuire à qui que ce soit. Donc, si vous devez partir de l'autre côté du miroir, vous partez avec joie. Parce que vous n'avez rien à craindre de ce qui se passe de l'autre côté du miroir. Vous partez avec un capital de bien-être qui va se reproduire de l'autre côté du miroir. Et donc de là peuvent venir des quantités d'images qui vous viennent à l'esprit sur ce voyage que l'on fait tranquillement ou rapidement selon ce qui nous est prédestiné. Cet autre côté du miroir ne vous angoisse pas? Alors cet autre côté du miroir, non seulement il m'angoisse pas, mais je m'en sers tout le temps. Mais oui. Par exemple, j'ai fait une fête il y a un an, pour mon anniversaire. J'ai invité plein de personnes dans un restaurant parisien et pour séparer les tables, eh bien, j'avais pris des titres de mes articles. Un s'appelle de mes livres. Un s'appelle De l'autre côté du miroir. Et ben, c'était les affiches avec le nom des invités.
voyez, donc je m'en sers partout, tout le temps, de l'autre côté du miroir. Ce qui fait que le jour où ça arrivera, bah, ça fera partie de la nature et de mon quotidien. Donc, je serai de l'autre côté, mais quelle importance, puisque la vie est belle. Qu'on soit de ce côté ou de l'autre côté, la vie est belle. Et ça, je l'apprends aux gens, franchement. Et je le mets dans tous mes livres. Vraiment, parce que je veux tellement que les gens puissent ressentir la même chose et ce bien-être et se sentir bien. Et se dire qu'il y a toujours des solutions, qu'il ne faut pas qu'ils s'imaginent que parce qu'ils ont un problème de santé ou d'argent ou de travail ou qu'ils ont perdu quelqu'un de proche, que la vie est finie. C'est pas vrai. Il faut toujours espérer, toujours, toujours. Parce que l'espoir, c'est quand même plus fort que la peur. Et ce qui annihile les gens, c'est la peur. Ce qui les tétanise, c'est la peur. Mais comme l'espoir est plus fort, si on leur redonne cet espoir, c'est gagné pour leur bien-être. Vous êtes formidable. Non, je le pense sincèrement, vous êtes formidable parce que je sais qu'il y a des gens qui peut-être mettront des commentaires. Vous allez avoir beaucoup de commentaires de gens qui vous disent à quel point ils vous aiment et à quel point ce discours que vous avez est profondément réjouissant, apaisant, et voilà. Et on sent votre sincérité au travers de ce que vous dites. En tout cas, moi, je vous ressens comme ça. Après, vous avez peut-être aussi des gens qui vont vous dire oui, ok, ça c'est de la philosophie de oui, de gentil. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc... mais à la limite, peu importe la manière dont les gens vont recevoir le message. Je trouve que le fait de vous avoir entendu et de vous avoir reçu, c'est déjà une manière de propager comme ça quelque chose de résolument... C'est une vraie parenthèse, je trouve, qui fait du bien. Mais en fait... Vous avez conscience de faire du bien? Oh ben j'en ai plus que conscience. J'en ai plus que conscience. Et voyez-vous, parmi les particularités qui me représentent, j'en ai une qui est fatigante. C'est le mot que je trouve. Je m'auto-soule. Oui, c'est d'être toujours dans la bénédiction. Je bénis tout le monde, tout le temps. Et ça, je ne peux pas m'en empêcher. C'est en moi, c'est dans mes gènes. Tout le temps, je bénis, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je traverse la rue, une personne, elle a une canne, allez hop, je vais la bénir. Je traverse la rue, je vois un monsieur, il a pas de dents, je vais le bénir. Je vois un enfant qui pleure, je vais le bénir. Je ne peux pas m'en empêcher, c'est quelque chose d'addictif. Et j'en parlais avec mon fils Ludovic la semaine dernière, je lui dis, tu sais, c'est quelque chose qui est fatigant parce que c'est depuis toujours. Il m'a dit, je sais maman, je sais, mais tu peux pas te refaire, il m'a dit. J'ai dit non, je peux pas me refaire. Ça, donc quand vous croisez quelqu'un, vous faites quoi, une prière, vous faites, Tout de suite, je fais une prière. Mais la personne, elle le sait pas. Hein. Bien sûr, bien sûr. Ah, la personne, elle le sait pas du tout. Alors c'est sûr qu'à chaque fois que vous croisez quelqu'un, oui. Ça fait beaucoup de prières. Tout le temps. Je prie tout le temps pour tout le monde. Je veux que la personne elle soit en bonne condition physique et morale et financière et bien dans sa tête, bien dans sa vie. Je peux pas m'en empêcher. Ça fait partie de la personne que je suis. C'est fatigant. Ça, je l'avoue, c'est fatigant. Parce que des fois, il y en a qui me disent, mon téléphone sonne tout le temps parce qu'on me demande des prières tout le temps. Parce que quelqu'un va se faire opérer, parce que quelqu'un veut un nouveau travail, parce que quelqu'un n'a plus d'argent, parce que tout le temps. Mais des fois, j'en ai marre. Je dis la vérité. De toute façon, je sais pas dire autre chose que la vérité. Eh ben, j'en ai marre. Alors je me dis, maintenant, je vais pas répondre au téléphone. Mais j'y arrive pas. Parce que je sais que derrière ce coup de fil, il y a un besoin. Et qui suis-je si je refuse d'aider cette personne qui en demande de quelque chose, alors que j'ai la possibilité et la facilité de le faire? Qui suis-je pour lui refuser cette aide? Donc je le fais pas et je réponds au téléphone. Pensez bien et tout va bien. C'est le titre de votre livre. Oui. Pensez bien et tout va bien, les 30 clés pour réussir à être heureux, heureuse, avec Elisabeth. Ça, c'est un bel ouvrage qu'il faut se procurer, La sagesse de la parole. Je vais vous dire sincèrement, la sagesse de la parole, vous avez la sagesse de la parole. Vous avez la sagesse de la parole, sincèrement. Et ça doit être... Je comprends que vous ayez aidé énormément de gens et que vous ayez sans doute un agenda un peu bouqué, parce qu'il y a beaucoup de gens qui doivent avoir très envie de
même si on ne fait pas de séance de MDR, d'hypnose ou de trucs comme ça, rien que le fait d'être à votre contact, de discuter, d'échanger, de faire une émission comme celle qu'on fait là, il y a déjà quelque chose qui opère. Alors, ce que vous dites est tellement vrai, je le sais bien sûr, vous en doutez, mais c'est tellement vrai, parce que on me dit souvent que je rayonne de joie et que j'apaise par ma présence et par ma voix. Oui. Mais c'est vrai. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit, donnez-moi un micro. Et avec ce micro à l'international, je peux ramener la paix dans ce monde. Le challenge est incroyable, vous imaginez? Mais j'ai la conscience de ce que je dis. Ah, mais j'en doute Parce pas. que quand vous m'entendez parler, vous êtes bien d'accord avec moi que vous n'avez pas à côté de vous une écervelée ou une personne complètement olé. Non, c'est pour ça que... Ou quelqu'un qui raconte je sais pas trop quoi. Oui, c'est vrai, mais pas ça. c'est plein de bon sens. En fait, c'est plein de bon sens. Mais oui, mais je suis une personne de bon sens. Et ce bon sens-là, il fait partie de l'être que je suis. Et c'est pour ça que j'ai autant de facilité à aider tout le monde. Et là, s'il y avait des personnes de l'autre côté de la caméra, par exemple, et qui me disaient ceci, cela, mais rien que de m'entendre, ça apaise les gens. Ma voix apaise. Moi, j'ai des personnes, ils m'appellent, ils savent que je suis pas là, uniquement pour écouter mon répondeur, parce que ma voix les rassure, ma voix les réconforte. Je le sais, je l'entends tout le temps partout, je le sais. Donc je me dis, ça c'est possible d'être fait à une échelle plus grande, avec un auditoire plus important. Et vous avez envie de ça? Oui, j'en ai envie, parce que nous vivons dans cette difficulté géopolitique et économiquement parlant. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de souffrance alors qu'on pourrait l'éviter beaucoup plus rapidement, beaucoup plus rapidement? Il y a des tas de mesures qui sont mises en place. Il y a des gens merveilleux sur cette planète qui se battent du matin au soir pour justement éradiquer ces différences. Mais pourtant, c'est toujours là, c'est toujours présent. Il manque le point fort, le cinquième élément, le point culminant, il le manque. Vous êtes ce cinquième élément. En tout cas, vous aimeriez l'être. À grande échelle, j'entends. Vous l'êtes déjà dans votre rayonnement périphérique, mais vous aimeriez l'être à grande échelle. On mange bien chez vous? Dites-moi pourquoi? Parce que vous avez sorti ce livre qui s'appelle Délices Oranais, puisque vous êtes né à Oran. Oui, je suis née à Oran, de nationalité française. Ouais. Je suis venue à 3 ans en France. En France, ouais. Voilà. Et en fait, pourquoi vous avez fait un livre sur la... ce livre, Délices Oranais, c'est une bonne question. Il a une double histoire et un défi. Ouais. Pourquoi? Parce que en 2001, voilà pourquoi l'année 2001 tout à l'heure me trottait dans la tête, j'y reviens. En 2001, je rencontre au Salon du Livre à la porte de Versailles les éditions Latour qui me donnent rendez-vous parce que j'y allais toute contente avec mon manuscrit de mon premier roman qui s'appelait à l'époque, il s'appelle toujours, L'hiver tyrolien. Bon, j'y vais pour lui présenter mon manuscrit, il m'avait convoqué dans ce but au Salon du Livre. Et puis quand il me regarde, il prend mon manuscrit, il le pose sur la table, il le regarde même pas. Puis il me dit, vous savez, vous êtes né à Oran? J'ai dit oui. Il me dit, écoutez, voilà ce qu'on va faire. Vous allez écrire un livre de cuisine sur la cuisine oranaise, et quand il sera publié, je publierai votre roman. Moi, je suis rentrée chez moi, et j'ai dit à mon mari, le père de mon fils à l'époque, je lui ai dit, mais je crois que l'éditeur, là, il y a un problème, là. Je vais lui donner mon manuscrit sur un roman d'amour, et lui, il veut que j'écrive un livre de recettes. Et mon mari de l'époque me dit, mais tu es tout à fait capable d'écrire un livre de cuisine, tu cuisines excellemment bien, et tes parents, ils cuisinent excellemment bien. J'ai dit, t'as raison. Alors j'ai relevé les défis, et j'ai écrit un livre qui s'appelait Les délices de la cuisine oranaise, en 2001. Et en 2024, mon père aurait fêté, 2024, mon père aurait fêté ses 100 ans. Il est là, il s'appelle Prosper. Voilà, papa, je te salue. Que Dieu te bénisse. Et donc, mon papa... C'est un bel homme, hein? Pardon? C'est un bel homme. Ah, il est magnifique. Mon père était un homme magnifique. Toutes les femmes le regardaient. Ma mère était jalouse, elle était belle comme tout, et elle était jalouse. Et pourtant, il regardait qu'elle. Hein. Et donc, mon papa, il aurait fêté ses 100 ans. On était comme les doigts de la main avec mon père. On était très unis tous les deux.
J'aimais son caractère fort et j'aimais ça chez lui. Et puis, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour honorer la mémoire de mes parents? Alors, j'ai ressorti ce livre des éditions Latour et je l'ai réécrit, donc c'est 43 recettes. Par contre, j'ai rajouté des histoires familiales, des anecdotes de ma famille. J'ai rajouté aussi des aquarelles. Elles ont été réalisées par Elisabeth Brigand, que je remercie encore une fois. Je l'ai plusieurs fois remerciée et je le refais publiquement encore aujourd'hui. Et je l'ai transmis au lieu que ce soit les délices de la cuisine oranaise, j'ai raccourci ça en délices oranais. C'est pas du tout le genre de livre que j'écris, mais j'ai voulu, voilà ma maman, Ça, reine. maman. Regardez quelle belle femme était C'est ma vrai. maman. C'est vrai. Elle était splendide. Elle resplendissait de l'intérieur comme de l'extérieur. Et elle m'a donné, elle et mon père, tant d'amour. Tant d'amour. Comment voulez-vous que je ne distribue pas cet amour? Ben, oui, je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui... Comme quoi, on peut quand même retourner le problème dans tous les sens. On parle très souvent, et c'est pas le lieu ici, mais éducation. C'est capital, C'est l'éducation. tout, la base. C'est capital. La base. Elisabeth Forever. Magnifique. Moi, je vais vous dire sincèrement, quand j'ai préparé l'émission, je me suis dit, sous quel angle on va pouvoir aborder l'émission. J'avais évidemment préparé les choses et tout, mais je me suis totalement laissé porter par l'échange que nous avons là, par la manière dont vous avez amené les choses. Et je me disais, au travers effectivement d'abord, et de votre énergie, de votre timbre de voix, votre débit de parole, je me disais, vous devriez raconter des histoires. J'en ai tout le temps à raconter. Mais en audio, hein, enregistré. Ah, mais Pour que j'adorerais les ça. gens puissent... J'adorerais ça. Voilà, J'adorerais raconter des histoires. raconter Parce que... des histoires de vie. Oui, Vous de savez, vie, des vraies de vie, histoires. Des vraies histoires de vie avec une belle chute, comme on dit. Ah oui, mais j'adorerais raconter parce que je sais que les gens aiment quand je raconte des histoires. On va mettre autour de la vidéo tous les liens pour que vous puissiez vous procurer les ouvrages d'Elisabeth. Évidemment, on va le mettre également les liens pour que vous puissiez entrer en contact avec Elisabeth si vous avez besoin de cette écoute. Voilà, parce qu'il ne s'agit pas de dire que alors vous êtes certes psychopraticienne, hein? Non, thérapeute. Mais encore une fois, je trouve que c'est réducteur. Ce titre-là est assez réducteur dans votre approche. Voilà. Et vous avez quelque chose de plus vaste, de plus grand, et on l'a bien compris, et c'est aussi votre désir. Donc si vous avez envie d'être accompagné par Elisabeth, et puis ne serait-ce que d'échanger, alors je ne sais pas si on peut juste vous appeler pour vous dire « Oh, ça m'a fait du bien ou j'aimerais bien vous entendre », etc. Mais c'est important qu'on ait pu faire connaissance et vous présenter à toute la communauté, à la grande famille d'ABC Talk. Je vous remercie infiniment, Elisabeth. Moi, je vous remercie de cette invitation. J'ai été vraiment ravie d'être ici. Et puis, j'espère sincèrement que toute personne qui puisse entendre ce qui s'est dit aujourd'hui se sente apaisée et encore mieux qu'avant. Franchement, c'est vraiment mon souhait le plus sincère. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Merci à tous. Merci pour vos commentaires et partages, commentaires bienveillants. Et on se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut.